Mes chers étudiants de deuxième année, licence maths éco et éco-gestion, bienvenue sur votre chaîne mon professeur. Toujours dans la continuité des séances de travaux dirigés de macroéconomie, aujourd'hui nous allons traiter le modèle ISLM. Donc, on considère une économie fermée, donc parmi les hypothèses du modèle ISLM ou dans l'analyse keynésienne, donc on travaille dans une économie fermée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exportation, pas d'importation. Et aussi on travaille dans le court terme, c'est-à-dire qu'à court terme les prix n'évoluent pas, donc les prix ne changent pas. Donc, conformément aux équations suivantes, donc où les agents se comportent de la manière suivante, la fonction de consommation est égale à petit c yd plus c0. Donc grand C c'est la consommation, petit c c'est la propension marginale à consommer. Ce n'est pas la proportion, c'est la propension marginale à consommer. Ça veut dire quoi la propension marginale à consommer? C'est le supplément de revenus ou la part du supplément revenu ou la part du revenu additionnel ou la part du revenu marginal consacré à la consommation. C'est-à-dire, un exemple, si je vous donne 100 € en plus, comment vous allez répartir ces 100 € supplémentaires entre la consommation et l'épargne? Donc ça, c'est petit c. Plus C0, C0 c'est la consommation incompressible. Ça veut dire, dans notre fonction, on a une part de consommation qui dépend de notre revenu disponible. YD, c'est le revenu disponible. Le revenu disponible, ça veut dire le revenu après acquittement des impôts et taxes. Qu'est-ce qui nous reste après paiement des impôts et taxes? Et donc, il dépend de mon revenu disponible et plus une composante de consommation qui dépend de autre que le revenu d'activité. YD, c'est le revenu d'activité, c'est la part que je reçois de la participation de mon activité à l'activité de production. Donc, on a une production nationale ou une production au niveau de l'entreprise et chaque participant reçoit une partie. Donc, le salarié reçoit le salaire, le capitaliste reçoit le profit, les banques reçoivent les intérêts, l'État reçoit les impôts. Donc le salaire de l'activité productive. Et plus une autre composante autre que l'activité productive. On peut mettre ici par exemple les allocations familiales, on peut mettre aussi les minima sociaux, les RSA et ainsi de suite, le chômage. On peut mettre aussi les emprunts, les crédits, les dons, l'héritage, donc tout ce qui ne rentre pas dans l'activité productive. Et deuxième fonction, l'investissement. L'investissement est égal à I0, l'investissement autonome, moins G fois I. Donc, c'est l'investissement nécessaire à l'économie. Donc, on a l'investissement autonome dont on a besoin, moins G fois I. I, c'est le taux d'intérêt. Donc, G, donc si on dérive l'investissement par rapport à I, on aura moins G. Moins G, c'est la sensibilité de l'investissement au taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt augmente, plus l'investissement va baisser. Vu que le taux d'intérêt est un coût pour l'investisseur, donc plus le taux d'intérêt est élevé, plus le coût de l'emprunt est élevé, donc on est moins incité à investir. La demande de monnaie, donc pour motif de transaction et motif de spéculation, donc on est dans le cadre keynésien, donc on a un motif de monnaie de transaction, on a un motif de monnaie de précaution et on a un motif de monnaie de spéculation, donc les trois motifs de monnaie. Après on ne va pas rentrer dans le détail, qui s'ajoute après un quatrième motif qui est motif de financement. Donc pour l'instant, on a les trois motifs, donc motif de transaction, motif de spéculation, motif de précaution. Dans le motif de transaction, on va trouver à la fois le motif de précaution, donc on va l'introduire ici, vu que le motif de précaution dépend aussi de Y, et le motif de transaction dépend aussi de Y.
alors que le motif de spéculation, il dépend du taux d'intérêt. Donc, autrement dit, on a deux composantes de demande de monnaie. Une partie qui dépend du revenu, et on trouve la demande de transaction et la demande de précaution, et une composante qui dépend du taux d'intérêt, et il s'agit du monnaie ou de demande de monnaie pour spéculation. Donc, la demande de monnaie spéculation est égale à L0 moins L fois I, si le taux est supérieur à 0 ou égal à 0,03, ça veut dire qu'il est supérieur ou égal à 3%. MS est égal à L0 si le taux d'intérêt est inférieur à 3%. Ça veut dire ici, donc, j'achète des titres où je place mon argent si le taux est au moins égal à 3. C'est le taux à partir duquel j'estime qu'il est rentable ou autrement ça vaut le coup d'investir ou de placer mon argent. Donc si le taux est inférieur à 3%, je préfère garder mon argent sous forme liquide au lieu d'acheter des titres. Donc cet argent, cet encaisse, il baisse est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Quand le taux d'intérêt augmente, donc je vais acheter plus de titres. Donc quand j'achète de titres, forcément ça, il va baisser. Donc j'ai de la liquidité, au fur et à mesure que j'achète des titres, donc ça va baisser. Donc ici, j'achète 0 titres, c'est la totalité est sous forme monétaire. Donc j'achète 0 ou aussi je vends la totalité des titres si j'ai des titres. Donc l'encaisse se compose essentiellement de la liquidité. Il n'y a plus de titres ici. Ici, il y a une combinaison des deux, donc on peut trouver des titres et de la liquidité. Donc cette économie est en outre caractérisée par un certain nombre de variables de données exogènes. Donc exogène, c'est-à-dire il ne dépend pas du modèle. Donc l'offre de monnaie, donc c'est la banque centrale qui le décide. La politique budgétaire, donc c'est l'État qui détermine les impôts, il détermine les dépenses publiques. Donc c'est des variables exogènes pour le modèle. Et donc après on a un certain nombre de données. Donc première question ou première partie, c'est le marché des biens et services. Première question ou première partie, présentée de façon générale, donc les équations qui président à la détermination de l'équilibre sur le marché des biens et services. Donc les équations, on a deux équations. Donc la consommation, comme j'ai déjà expliqué, donc il dépend du revenu disponible fois la propension marginale à consommer plus une constante, plus la consommation incompressible. Et le taux d'investissement, et l'investissement, donc qui est égal à l'investissement moins une grandeur, la sensibilité de l'investissement au taux d'intérêt fois le taux d'intérêt. Je rappelle que le revenu disponible, donc c'est Y moins T0, c'est le revenu moins les impôts et les taxes. Donc, question 2, question 2, donc construire IS pour cette économie et donner une représentation graphique. Donc, le modèle ISLM, donc IS, ou la construction IS ou IS, il traduit l'équilibre sur le marché des biens et services. Donc IS traduit l'équilibre sur le marché des biens et services. Ça veut dire c'est l'ensemble des combinaisons de points Y et I, tel que le marché des biens et services est équilibré. Donc c'est un couple de points Y, I qui satisfait l'équilibre sur le marché des biens et services. Donc l'équilibre sur n'importe quel marché se traduit par l'égalité entre l'offre et la demande. Donc l'offre, c'est ce qu'on produit. Y, c'est ce qu'on produit, la production. Donc c'est l'offre. La demande se compose de la consommation, c'est-à-dire ce qu'on achète pour la consommation, plus l'investissement, dépenses d'investissement, plus les dépenses publiques ou les dépenses de l'État. Donc la demande, elle se compose de la consommation, de l'investissement et des dépenses publiques.
j'ai mis ici, donc c'est-à-dire d'une manière générale, plus les exportations moins l'importation, c'est-à-dire le solde commercial, sauf qu'on est dans une économie fermée. Donc pas d'exportation, pas d'importation. Donc y est égal C plus I plus G. Donc voilà la condition d'équilibre. On va remplacer C par l'équation de la consommation, I par l'équation de l'investissement, G tout simplement, là j'ai bien mis G0 parce que c'est une variable exogène. C'est l'État qui détermine le montant des dépenses publiques. Donc, donc c'est petit c, il faut le revenu disponible moins C0, plus I c'est E0 moins GI, plus G0. Donc, dans le revenu disponible, c'est Y moins T, donc il y a un Y, le revenu disponible dépend de Y, donc je remplace YD par Y moins T0, et j'ai cette équation. Donc je passe CY de l'autre côté, ça fait Y moins CY plus C0, I0, G0 moins C, T0 moins GI. Donc je factorise avec Y facteur 1 moins C, C0 plus I0 plus G0 moins C, T0 moins GI. Donc ça, c'est une constante. C0, consommation incompressible, I0, investissement autonome, G0, les dépenses publiques, et T0, les impôts fixés par l'État. Donc c'est une constante. Moins G fois I. I, le taux d'intérêt, c'est le marché. Donc, on va dire que c'est la variable qui va expliquer le revenu. Donc c'est la variable explicative du revenu. Donc, on divise par 1 moins C. Je divise par 1 moins C. Donc, G garde la constante, moins G sur I moins C fois I. Et donc, le G sur 1 moins C, c'est le coefficient directeur de la droite, ou de la fonction affine, fois I. C'est une fonction affine et donc décroissante parce qu'il est précédé de moins le coefficient directeur est négatif. Plus I augmente, Y baisse. Si I baisse, Y augmente. Donc, voilà l'équation d'équilibre d'une manière générale du modèle ou du marché des biens et services, IS. Il nous demande de représenter, donc on a dit que c'est une fonction affine, c'est une droite. Donc pour représenter cette équation, on a besoin de 2 points. Avant d'y arriver, donc on va remplacer. On a petit c est égal à 0,8, c'est 0,100, I0 600, 5000. On va remplacer les données dans notre équation. Donc y est égal à 100 plus 600 plus 50 moins 0,8 fois 50 sur 1, 0,8, 1. Donc on a l'équation d'équilibre sur le marché des biens et services. À l'équilibre, le revenu national est égal à 3550 moins 25 000 fois I. Donc cette équation représente l'équilibre sur le marché des biens et services. Pour tous les couples I, Y, le marché est équilibré. Donc pour tracer cette droite, il faut 2 points. Donc si I est égal à 0, donc Y égale 3550, le premier point. Après, si Y est égal à 0, donc I est égal à 3550 sur 25 000, ça ferait 0,142. Donc, faites attention, donc la représentation graphique du modèle IS ou LM ou les deux, Y, le revenu national, est dans l'axe des abscisses. Le taux d'intérêt est l'axe des ordonnées. Donc, donc on a Y égale, certes vous me dire, mais Y égale, c'est la variable à expliquer, donc à mettre ici. Je ne vais pas vous expliquer le détail pourquoi, mais donc on a ISLM, donc Y égale, mais on met Y dans l'axe des abscisses et I dans l'axe des ordonnées. Donc je mets les 2 points. Donc Y0, 142, 0, 142, et I0, Y3150, et j'ai la droite IS. Donc la droite qui traduit l'équilibre sur le marché des biens et services. Donc pour n'importe quel point appartient à cette droite, le marché des biens et services est équilibré. Donc n'importe quel point appartenant à la droite IS, le marché des biens et services est équilibré. Faites attention, ne prolongez pas la droite au-dessous du Y, qui tombe jusqu'au contraire, donc le taux d'intérêt peut-être est peut-être négatif, on verra, mais surtout ne le prolongez pas
ne prolongez pas la droite au-delà de l'axe des ordonnées, parce que y ne peut pas être négatif. Donc si i peut être, dans les années à venir, ça peut être négatif, bah jusqu'à maintenant, donc y ne peut jamais être négatif. Donc on s'arrête bien. Donc voilà la représentation graphique de ES. Question 3. Donc, question 3, donc on suppose que l'économie considérée actuellement a taux d'intérêt de t égale à 5%. Quelles sont les conséquences? Donc, I, c'est le taux d'intérêt. Les conséquences sur IS, puis sur l'équilibre Y étoile, si. Donc ça veut dire la situation initiale. Donc, il nous dit qu'on suppose que situation initiale, le taux d'intérêt est égal à 5. Donc, vous vous rappelez dans l'équation, donc d'équilibre, y est égal à 3550 moins 25 000 fois i. Donc si on donne à i, on trouve y d'équilibre. On donne à n'importe qui, on donne à i n'importe quelle valeur, on trouve y, et chaque fois on a un couple qui appartient à la droite et pour lesquels le marché de biens et services est équilibré. On nous dit que i est égal à 0, est égal à 5%. Ça veut dire que le revenu national d'équilibre est égal à 2300. Donc c'est la situation initiale. Après, il va nous demander chaque fois, on va changer une variable, toute chose égale par ailleurs, et il nous demande de voir ou d'analyser l'effet. L'effet sur IS, c'est-à-dire la droite IS qu'on a vu tout à l'heure, est-ce qu'il va se déplacer vers la droite, vers la gauche? Est-ce que la pente va changer ou il ne va pas changer? Et est-ce que Y va changer ou pas? Donc, je reviens juste sur les slides précédentes. Donc, l'équation de la droite est celle-là. Donc, c'est la constante. Donc, tout ce qui va faire changer la constante va changer l'ordonnée à l'origine. Et vu qu'on met i dans l'axe des ordonnées, c'est-à-dire on va changer le point sur l'axe des abscisses. Et tout ce qui va faire changer le coefficient directeur, il va changer la pente. Donc si G change ou petit c change, forcément le coefficient directeur change et donc la pente change. D'accord? Donc tout ce qui va changer la constante et va entraîner aussi un déplacement de IS. Donc si le coefficient ne change pas, ça va être un déplacement parallèle. Vu que la constante qui change, donc on déplace de manière parallèle, soit vers la droite, soit vers la gauche, on verra. Donc, il nous demande d'analyser maintenant l'effet sur les taux. Donc, premier cas, le taux d'intérêt passe à 7,5%. Donc, on était à 5, passe vers 8. Donc, si le taux est égal à 7,5, on a un revenu qui est égal à 1675. Donc, quand le taux augmente, le revenu baisse. Donc, si E augmente, cela entraîne une baisse de Y. Donc, est-ce que quand je remplace, est-ce que la constante a changé? Non, c'est toujours 3550. Est-ce que le coefficient directeur a changé? C'est toujours le même. Donc on est tout simplement sur la même droite. On se déplace d'un point à un autre, mais les deux points appartiennent à la même droite. Donc la droite, IS n'a pas bougé. Mais Y a baissé. Donc l'augmentation de I a entraîné une baisse de Y. Cas numéro 2, qui est B, donc il nous dit que I0, il passe de 600 à 700. Donc, premier cas ici est égal à 600. Maintenant, il passe à 700. Je vous rappelle que I0, il se retrouve, il est dans la partie, ici, dans la constante. Donc, il n'y a pas de... Ici, on n'a que G sur 1 moins C. Donc, s'il y a changement de I0, forcément, la constante va changer, mais la pente reste la même. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir un déplacement parallèle, soit vers la droite, soit vers la gauche, mais parallèle. Donc, on verra. Donc, 700, donc on se retrouve avec 4050. Donc, il est supérieur à 3550. Donc, ça veut dire qu'il vient d'après. Donc, forcément, la droite va se déplacer de manière parallèle à droite. On a premier, on va dire l'ordonnée à l'origine, et je vous ai dit c'était sur l'axe des abscisses, donc on est à 3550, la droite, et on passe à un autre point d'origine qui est sur l'axe des abscisses, qui est de 4050. Donc forcément la droite il va se déplacer d'une manière parallèle parce que la pente n'a pas changé, la pente est toujours la même.
Et donc on passe à un revenu de 2800. Donc un déplacement parallèle vers la droite et une augmentation de I entraîne donc une augmentation de Y. Donc l'augmentation de l'investissement entraîne l'augmentation du revenu ou de la richesse créée. D'accord ? Donc là, on a refait les calculs. Bon, il y a d'autres méthodes aussi. Donc on peut tout simplement calculer la dérivée de Y par rapport à I. Ça fait 1 moins petit c. Et donc ça fait, pour c est égal à 0,8, donc ça fait 5. Donc 1 euro investi en plus, on génère un revenu supplémentaire de 5. Donc si 1 investi en plus génère 5, donc on est passé de 600 à 700, donc on a investi 100 en plus, donc 100 en plus fois 5, ça va générer 500 de revenus. Et donc 500 de revenus en plus, et donc si vous rajoutez 2300 à 500, vous trouvez 2800. Donc c'est-à-dire ce qu'on avait, plus combien la variation de l'investissement, plus 100, 700 moins 600, fois combien il génère 1 euro de revenu. Chaque 1 euro génère 5 euros de revenu. Donc 100 en plus fois 5, ça fait 500. Donc 500 euros de richesse créée. Donc ça fait 2800. Pour la question donc C, donc maintenant c'est G, c'est la sensibilité. Et G, vous vous rappelez, donc il est dans la partie du coefficient directeur, donc ça va changer. Donc si ça change, forcément, donc la pente va changer. Soit il va augmenter, soit il va baisser. Donc, et ici, on a deux cas, il nous dit que donc, G1 est égal à 6000, donc il passe de 5000 à 6000. Donc il y a une augmentation de la sensibilité. Donc 3550, donc la constance reste inchangée, mais par contre le coefficient directeur est égal à 6000 sur 0,2, ça veut dire 6000 fois 5, ça fait 30 000. On passe de 25 000 à 30 000. Donc la pente a changé. Donc la pente a changé, donc la pente a augmenté, donc la pente a augmenté, c'est-à-dire on va dans ce sens, sauf faire attention, faites attention, donc on va dans ce sens si Y était dans l'axe des ordonnées et I dans l'axe des abscisses. Là, on est dans l'inverse. Donc I dans l'axe des ordonnées et Y dans l'axe des abscisses. Donc si la pente est comme ça, donc vu qu'on a inversé les variables, donc ça va aller dans l'autre sens. Donc c'est vers la gauche. Donc 3550 sur 1, donc ça fait 2500. Donc on aura un déplacement de IS vers la gauche. D'accord ? La pente était comme ça, il va passer dans ce sens. Donc un déplacement vers la gauche et le point, l'origine sur l'axe des abscisses ne change pas. Donc, et l'augmentation de G a entraîné une baisse de Y. Donc si la sensibilité de l'investissement au taux d'intérêt augmente, ça a un effet négatif sur le revenu national. Deuxième cas, donc G baisse, la sensibilité baisse, donc on est à 5000, donc premier cas on passe à 6000, après on passe à 4000 au-dessous. Donc ça il ne change pas, par contre ça c'est 4000 sur 0,2, 4000 sur 0,2 ça fait 20 000, donc 20 000, donc la pente a baissé, donc la pente a baissé, mais vu que les variables sont inversées, donc la droite va bouger dans ce sens, et du coup, c'est un déplacement vers la droite. Donc, une augmentation de Y, on passe de la situation initiale de 2300 à 2150, et donc un déplacement de IS vers la droite avec changement de pente, parce que le coefficient directeur a changé. Et donc, une baisse de G entraîne une augmentation de Y. Petite comparaison entre les deux, la variation de G1, donc on est passé de 5000 à 6000, donc la variation de G1 est égale à plus 1000. Qu'est-ce qui a entraîné ? On est passé de 2300 à 2500, donc une baisse de revenus de 2300 moins 2000, une baisse de 250. Donc la variation de Y est égale à moins 250. Donc G a augmenté de 1000, Y a baissé de 250, 2050 moins 3000. Variation de G2, donc G2 c'est toujours 4000 moins la situation initiale 5000, donc ça fait moins 1000.
Et la variation de Y, donc on est passé de 2300 à 2550, donc l'arrivée moins le départ, donc 2550 moins 2300, ça fait 250. Donc une augmentation de 1000 entraîne une baisse de 250 de revenus, une baisse de 1000 entraîne une augmentation de 250. Donc on voit bien que l'effet de G sur Y est symétrique. Donc une baisse de 1000 entraîne une augmentation de 1000 entraîne une baisse de 250. Une baisse de 1000 entraîne aussi une augmentation de 250. L'effet est bien symétrique. Question D. Donc la question D, donc la propension marginale à consommer devient C1 0,75. Donc maintenant on change petit c. Petit c, donc initialement était égal à 0,8. Donc là maintenant est égal à 0,75. Et vous vous rappelez de petit c, on la retrouve dans les deux parties, dans la constante, parce qu'on divise par 1 moins c, et aussi en haut vous avez une partie qui est moins c fois les impôts, et on la retrouve aussi dans la partie du coefficient directeur. Donc parce que c'est moins g sur 1 moins c. Donc petit c, il est présent dans la constante, il est présent aussi dans le coefficient directeur. Donc on va avoir à la fois le changement de point d'origine et le changement de la pente. Donc changement sur le point d'origine, 2850. On passe de 3350, 3550 à 2850. Donc, c'est-à-dire que le point se rapproche du point d'origine du graphique. La pente, on passe de 2500 à 2000. Donc la pente a baissé. Mais vous vous rappelez, on a inversé. Donc il y a un changement de pente. Donc la pente, il va se déplacer plutôt vers un déplacement de IS vers la gauche, parce qu'on a dit on passe de 3550 à 2850. Donc on se déplace vers la gauche, mais avec un changement de pente qui devient de plus en plus, ou un peu plus important. Donc une baisse de C entraîne une baisse de Y, donc une baisse de la propension marginale à consommer entraîne une baisse de Y. Donc ça c'est, donc pour Keynes, il faut consommer au maximum. Donc si on consomme la totalité, on atteint le revenu maximum. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ça dans son D, c'est-à-dire si je reçois un revenu supplémentaire de 100, il faut que je dépasse. En dépensant la totalité, je reçois 100 en plus, donc je dépense les 100. Là, on va avoir une relance beaucoup plus importante de l'économie, on aura une création de richesse beaucoup plus importante. On va dire, pour 15, on va dire que l'épargne ne sert à rien, donc il vaut mieux consommer la totalité. C'est le seul cas où on a une création de richesse beaucoup plus importante. Question E, c'est la consommation incompressible qui change. Donc, consommation incompressible, elle est dans la constante. La consommation incompressible 1 augmente, il nous dit juste augmente et il ne donne pas de valeur. Donc si je reprends la formule ou l'équation d'équilibre de la droite du marché des biens et services IS, l'équilibre IS. Donc dans la constante, on a C0, I0, G0. Donc si vous dérivez Y par rapport à C0, ça fait 1 sur 1 moins C. Si vous dérivez Y par rapport à I0, vous aurez la même chose, 1 sur 1 moins C. Si vous dérivez Y étoile par rapport à G0, vous aurez 1 moins C. Donc, restons ce qu'il nous demande par rapport à la consommation. Donc on dirait par rapport à la consommation 1 sur 1 moins C. Dans notre cas, C est égal à 0,8, ça fait 1 sur 0,2, ça fait 5. Ça veut dire 1 euro consommé en plus génère 5 euros de revenus. Donc, une augmentation de la consommation de 1 euro entraîne une augmentation de Y, du revenu national ou de la richesse, ce que vous voulez, de 5 euros. Donc voilà l'effet de C0, d'une augmentation de C0, c'est-à-dire la consommation incompressible, sur Y. Une petite remarque, comme je viens d'expliquer,
La dérivée de C0 par rapport de y par rapport à C0, ça fait 1 sur C. Et 0 par rapport à G, par rapport à I0, ça fait 1 sur C. Et par rapport à G, ça fait 1 sur C. Et dans notre cas, si je reprends le même cas qu'ici, donc C est égal à 0,8, ça veut dire que la dérivée est égale à 5 pour les trois composants. Ça veut dire 1 euro dépensé dans les dépenses publiques génère 5 euros de revenus. 1 euro dépensé dans l'investissement génère 5 euros de revenus. 1 euro dépensé dans la consommation, incompressible dans la consommation, génère 5 euros. Ça veut dire l'effet d'une variation de C0 est identique à l'effet d'une variation de l'investissement, est identique à l'effet d'une variation de Z0, ce qui pose réellement problème. Est-ce que les trois variables ont vraiment le même effet sur la croissance? Est-ce que 1 euro investi n'a pas plus d'effet sur la création de richesse qu'un euro dépensé par l'État, surtout si on suppose que c'est des dépenses de fonctionnement? Ou, pareil, 1 euro investi, est-ce qu'il a le même effet qu'un euro consommé? Donc, donc on va dire les limites ou les critères du modèle, c'est qu'on retrouve avec trois variables qui ont le même poids et ces variables sont complètement différentes. Et voilà, donc on arrive à la fin donc, de la première partie de l'exercice de macroéconomie. Donc dans la prochaine vidéo, je vais traiter la partie B consacrée à la même chose, à l'équilibre sur le marché monétaire. Donc là, on a vu le marché des biens et services, IS. Dans la prochaine vidéo, on verra l'équilibre sur le marché monétaire, LM. Et après, on verra la troisième partie, ISLM, c'est-à-dire l'équilibre sur le marché global. L'équilibre à la fois sur le marché des biens et services et sur le marché monétaire.